Très bien, mesdames et messieurs, je vous propose de passer au quatrième retour d'expérience de notre matinée. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir à ma gauche Corinne Galicher, qui est donc responsable de l'académie chez Vinci. Bonjour Corinne. Bonjour. Bienvenue. Et Daniel Lalande, qui est le directeur commercial France et Afrique francophone de Cornerstone. Donc nous allons parler de la genèse d'un déploiement rapide de plateforme LMS dans une organisation dite complexe, et vous allez voir que c'est effectivement le cas. Donc, mesdames, messieurs, je vous passe la parole et les micros. Ok. Je démarre ? Avec plaisir. Allez. Tout d'abord, donc là, ça y est, on a été présenté, donc j'avance. Retour d'expérience. Tout d'abord, pourquoi c'est complexe ? Le groupe Vinci est un acteur mondial des métiers de la concession, de l'énergie et de la construction. Et en fait, la complexité vient surtout des métriques, puisque nous sommes un groupe qui est implanté dans plus de 100 pays. Nous avons plus de 3000 entités juridiques dans le monde. Et donc, comme nous sommes implantés dans les territoires, nous descendons dans des niveaux de profondeur d'organisation qui est assez important. En 2019, nous avons fait le constat que nous avions véritablement la nécessité de changer de plateforme pour avoir une plateforme LMS qui répondait à notre ambition de digitalisation au sein du groupe. Et pour cela, nous avions besoin d'être accompagnés par un partenaire qui nous permette non seulement de monter en puissance toute la communauté LND et des pratiques LND, d'avoir la possibilité de transmettre la culture de Vinci partout dans le monde, y compris dans les pays les plus éloignés, de façon très rapide, et enfin d'avoir un accès universel à l'apprentissage. Quand on parle d'accès universel chez Vinci, ce n'est pas les cols blancs qui sont parfois dans les bureaux, c'est bien d'aller atteindre la totalité de nos compagnons qui sont sur le terrain, sur les chantiers, et c'est eux que l'on souhaite avoir sur la plateforme et pour lesquels on souhaite transmettre de la formation. La difficulté que nous avions à l'époque, c'était de dire aujourd'hui on est certes Vinci, mais comme nous sommes implantés sur les territoires et que nous sommes une entreprise avec plusieurs entités juridiques et plusieurs grands pôles, il fallait un outil. Donc on va appeler ça une copropriété, c'est l'image que j'ai trouvée, c'est que nous étions tous dans le même bâtiment, mais il fallait que chacun puisse être chez soi, puisse décorer son appartement comme il le souhaitait, inviter qui il souhaitait, fonctionner comme il souhaitait. Et donc l'image que j'ai trouvée, c'était de dire le LMS doit être l'immeuble, doit être la plateforme, la copro, et qu'après chacun puisse évoluer naturellement chez soi. Alors, peut-être, si vous le permettez, Corinne, en commentaire. D'abord, excellente image que celle de la copropriété au sein d'un immeuble. Et vous regardez le magnifique nouveau siège du groupe Vinci. En prenant un tout petit peu de hauteur sur ce que vient de nous décrire Corinne à l'instant, le groupe Vinci, ce sont 7 pôles sous votre contrôle, oui, avec des activités quelquefois très différentes les unes des autres, et certaines fois aux antipodes sur des sujets qu'ils soient organisationnels, réglementaires, techniques, fonctionnelles, avec des ambitions également différentes. Et l'idée est de mettre en commun l'ensemble des besoins pour adresser des pôles qui sont, pour les plus modestes en taille, on parle de 3000 personnes peut-être, c'est ça ? On a même des pôles un peu plus petits, mais oui, on va dire 3000. Et pour les plus importants qui représentent 110 000. Ouais, c'est-à-dire presque 100 fois, 80 à 100 fois plus important, des activités encore une fois très différentes. Donc l'idée, c'est de coucher sur un papier l'ensemble des besoins exprimés par chacun des pôles et essayer de les satisfaire. Je ne vous cache pas qu'au départ, c'est un sujet qui semble très, très ambitieux. Et pour rajouter un peu de complexité, c'est que nous devions déployer cette plateforme dans un timing très serré, puisque à juillet 2020, la totalité du groupe, donc les 220 000 personnes et les 3 000 entités juridiques devaient avoir migré. Donc la façon dont on a fonctionné, donc là je vais essayer de passer très vite. Donc il y a eu le projet, la mise en place de support, et je vous ferai le retour d'expérience. Ce qui a été important d'abord, c'est la phase de cadrage. Alors, la phase de cadrage, ça a l'air tout bête, mais quand on est si nombreux, c'est d'avoir les bonnes personnes autour de la table, de faire le même constat que l'on devait avancer vers un nouveau projet,
et de se poser la question de ce dont nous avions besoin. Quand on dit ce dont nous avions besoin, ça aboutit sur l'appel d'offres que nous avons fait. Donc il y avait 7 représentants des pôles de Vinci et nous avons mis en commun la totalité de nos besoins sur un seul cahier des charges. J'en ai discuté avec Daniel. Donc nous avions parfaitement confiance à l'époque qu'il n'y avait potentiellement pas sur le marché quelqu'un qui pouvait répondre à 100% de ce que l'on avait rédigé dans le cahier des charges. Et c'est effectivement un excellent point. Quand on demande à 7 pôles avec des activités totalement différentes et des modes de fonctionnement et des objectifs quelquefois différents, de coucher tous les besoins, naturellement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a, si vous le permettez, en tout cas un point qui nous semble essentiel chez Cornerstone, c'est de communiquer exactement sur ce que nous savons faire et sur ce que nous ne savons pas faire, avec une complète transparence et un partage, ce qui implique, pour être très, très direct avec vous, dont certains d'entre vous, je n'en doute pas, sont des organisations très complexes avec lesquelles il faut faire adhérer et être capable d'embarquer un maximum de collaborateurs dans des entités et des fonctionnements différents. C'est d'être capable de démontrer à travers un cycle et une consultation un rôle de partenaire des deux côtés, puisque même si, et j'espère qu'on va arriver à cette conclusion au terme de cette présentation, si la solution satisfait une grande majorité en tout cas des besoins qui ont été exprimés, il y a des choses qu'on ne fait pas et on explique ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, mais on a besoin de le démontrer avec vous pour s'assurer que nos clients, et en l'occurrence le groupe Vinci, disposent bien de la maturité pour convaincre, faire adhérer et être capable de tracer ensemble une trajectoire qui convienne malgré les disparités que nous sommes en train d'évoquer. Alors du coup, pour l'appel d'offres, nous avions un vote chacun, c'est-à-dire que pour ma part, à la holding, j'avais une voix. Chaque pôle avait une voix, y compris le pôle le plus petit, entre guillemets. Et la solution que nous avions retenue a été celle de Cornerstone. C'est là où après, le projet, on est rentré dans une autre phase, puisque là, on est arrivé au mois de septembre. Et on savait qu'à juillet, il fallait avoir déployé la totalité du groupe. Donc, ce que nous avons décidé, d'un commun accord avec toute l'équipe, ce qu'on a appelé l'équipe des ambassadeurs, c'est de fonctionner avec un core modèle, de déterminer le minimum viable product. C'est quoi, quelle était la solution de Cornerstone qu'on pouvait, à minima, descendre dans les pôles. Et on s'est mis d'accord sur ce core modèle. Ce corps modèle, on l'a ensuite établi avec les équipes de Cornerstone. On a fait des ateliers, on a défini ces bases-là. Une fois qu'on a fait ce corps modèle, on a pris pour chacun des pôles, donc au sein des 7 pôles, on a pris une entité qui allait être l'entité pilote. Et on a mis ce corps modèle dans cette entité pilote. Et on a commencé ça à partir du mois de février. Alors, je ne vous cache pas qu'au mois de février de l'année 2020, le Covid est arrivé. Donc, tout le reste du projet s'est fait en remote complet pour pouvoir délivrer à juillet. Donc, on a commencé par un pilote dans chacun des pôles, ce qui nous a permis de remonter quelles étaient les adaptations à faire. On a vraiment les ambassadeurs de chacune des business units ont joué le jeu, ont revendu en interne. On savait que ce qu'on déployait n'était pas la solution parfaite puisque c'était le corps modèle. Ce n'était pas encore l'appartement. Je vais revenir ce n'était pas encore l'appartement complètement décoré, mais il y avait déjà les pièces, les bases, là où on voulait la cuisine, etc. Par contre, il n'y avait pas encore tout le reste. On en avait pleinement conscience. Et donc à ce moment-là, une fois que le pilote avait été validé, on a enchaîné sur le chargement des données sur tout le reste des organisations. On a travaillé sur le support modèle, j'y reviendrai un tout petit peu après, et ce qui nous a permis au mois de juillet d'avoir chargé la totalité des pôles, la totalité des collaborateurs de Vinci. Juste en termes de métriques, pour vous dire, à partir du moment où on a mis en ligne au mois d'août, très vite, on a eu 20 000 connexions qui s'est fait dès le mois suivant et la plateforme était partie, même si, on le savait, tout n'était pas encore customisé dans toutes les organisations du groupe.
Et on a juste étudié, parce qu'on voulait voir quelle était l'appétence de nos collaborateurs, on a juste regardé s'ils revenaient le mois suivant. Donc là, vous avez juste le slide qui nous a été fourni par les équipes de Cornerstone. Un tiers des personnes aujourd'hui qui s'étaient connectées au lancement sont revenues après le mois suivant. Ça, c'était quelques données pour vous dire que c'est possible. Il faut une équipe solide, mais on a bougé plus de 2000 entités légales, on a 14 000 organisations, il y a eu 24 000 localisations qui ont été faites, et on a migré 99, et des poupouilles de l'annuaire du groupe, sachant que pour faire ça, pour ceux qui sont un peu plus techniques, on a mis un middleware en place, parce que bien entendu, tous les IT n'étaient pas prêts à remonter le même niveau d'information en même temps. Donc, on a fait en sorte, encore une fois, de remonter tout ce qui était d'abord essentiel. Et petit à petit, on continue d'agrémenter de la donnée et de qualifier la donnée pour qu'elle puisse, à nouveau, mieux décorer l'appartement dans lequel chacune des entités se trouve. Peut-être en commentaire, Corinne. Ce qui est intéressant, vous notez les chiffres en volume qui sont très significatifs, très importants. Donc il y avait une volonté de la part du groupe Vinci de s'assurer de la capacité d'une solution à traiter ces volumes, oui, d'une part. Mais le Go Live n'est pas une fin en soi, c'est juste une étape. En réalité, l'intelligence, en tout cas, de la manière dont les collaborateurs du groupe Vinci ont conduit cette consultation a été particulièrement de pouvoir s'assurer qu'après le Go Live, il est à peu près certain que l'organisation ou les chiffres que vous voyez là ne sont plus du tout les mêmes quasiment une semaine après. 3600 entités légales, vous imaginez que ça bouge quasiment tous les jours. Oui. 250 000 collaborateurs, aujourd'hui en tout cas. 250 000 aujourd'hui. Ça bouge également tous les jours. Donc il est crucial que la solution, en tout cas le choix de solution, mais également l'organisation, en termes de support dont on va parler ensuite, permettent ces modifications en autorisant une véritable autonomie de la part des utilisateurs, faisant en sorte que le Go Live ne soit qu'une étape dans le chemin qui concerne la partie run et qui est vraiment essentielle. Et c'est pour ça qu'on était très vigilants sur les unités organisationnelles, sur le fait que vous puissiez segmenter en fait, l'ensemble de la plateforme. Le support, juste un mot, parce qu'effectivement, c'est toujours un challenge quand on déploie très très vite. On a réfléchi avec les ambassadeurs, toute l'équipe projet, et on s'est dit que ça devait forcément être pyramidal. Donc, le premier niveau, c'est le self-service. Au niveau de l'entité légale, sont traitées les premières remontées d'informations. Ensuite, c'est au niveau de la business unit que vont remonter des bugs qui ont... On n'a pas eu énormément de bugs, c'était beaucoup plus du change management que des bugs en soi. Et puis après, ça remonte au niveau groupe quand on a plutôt des questions sur les droits, sur la sécurité. Donc là, vraiment, c'est tout ce qui est la partie de la gestion de SuperAdmin. Et quand on a des requêtes, parce qu'on en a encore beaucoup, on les transmet à Cornerstone. Donc en fait, il n'y a que aujourd'hui la partie holding qui a la relation avec Cornerstone, mais vous le verrez dans les facteurs de succès, c'est vraiment l'équipe qui a fait en sorte que nous réussissons ce projet, et donc on arrive à fonctionner très très bien en matière de communication là-dessus, pour faire passer l'ensemble des besoins du groupe. Le retour d'expérience, si je devais n'en citer qu'un, c'est la force de la collaboration que l'on a, l'équipe qui a été, on va dire, sollicitée, mais qui, plus que sollicitée, s'est véritablement engagée. On a créé des liens. Là, je vais parler un petit peu sur... Je remets un peu la casquette plutôt RH, mais on a véritablement eu une équipe qui a pris corps, qui aujourd'hui a eu plaisir de travailler ensemble, et on a impliqué la totalité des parties du groupe. Donc, bien entendu, la DSI et la DSI de chacune des business units, l'académie, bien évidemment, la partie légale et les achats. Donc là, je sais que Daniel a un peu souffert. Nous avons passé un peu de temps avec les achats. Et bien entendu, l'ensemble des ambassadeurs, l'ensemble des pôles qui ont porté en fait tout le projet de leur côté également.
On a eu des retours sur ce projet-là qui étaient très bons. On a été plutôt contents parce que des fois, c'est pas simple de déployer dans un groupe comme le nôtre, tentaculaire, extrêmement décentralisé. Mais les retours ont été bons. Et si je devais juste donner quelques facteurs de réussite, aujourd'hui, le fait d'avoir un cahier des charges très exhaustif, on a passé beaucoup de temps à le faire, mais c'était nécessaire. Véritablement nécessaire. Il fallait de l'implication, de l'engagement. On avait également, alors j'ai du mal à lire, mais si je devais résumer, je dirais que ce projet a été un projet qui, au-delà de ce qu'il peut apporter du learning, permettait aussi à l'entreprise de voir que l'on pouvait être agile, de montrer qu'au sein des équipes, on pouvait travailler ensemble de façon efficace, mais dans un mode qui n'était pas le mode habituel, d'autant plus que nous étions complètement en remote. Et le fait que chaque personne dans la salle qui représentait soit son entité, soit un service, prenne les décisions pour son pôle. C'était important. C'est-à-dire que des fois, on n'est pas dans une réunion qui dit « je vais devoir en référer ». Non, là, chaque personne était vraiment en charge et prenait les décisions. Et avec une approche tout à fait démocratique, puisque quelle que soit la taille du pôle, celui-ci comptait pour une voix. Oui. Alors même qu'un pôle plus important pouvait représenter un poids plus important, mais il était important en termes d'adhésion et de capacité à engager l'ensemble des pôles sur une trajectoire commune pour l'ensemble du groupe. Donc en clair, une vue consolidée, une approche consolidée pour l'ensemble des pôles, mais une capacité à adresser des besoins tout à fait particuliers qui concernent un pôle en particulier et pas l'autre. Ouais. Dans les axes d'amélioration, si je devais vous les liser, mais si je devais en citer qu'un, c'est effectivement, une fois que l'on a livré et donc qu'en juillet, la plateforme a été lancée, on a eu la tendance aussi à se déstaffer un petit peu, en tout cas à repartir chacun sur nos autres missions. Alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un cheminement et on a eu une période sur la fin d'année, en tout cas entre juillet et la fin d'année, où ça a été assez tendu parce qu'on a été un peu rapide en disant « ça y est, c'est fait ». Non, il y avait à gérer tout le change management qu'on avait un peu sous-estimé. On aurait aimé passer plus de temps sur la partie formation à la plateforme et la cascader, ce qui a la vitesse d'exécution nous a pas permis de le faire, on le regrette un peu et donc ça a duré un petit peu plus longtemps. Voilà, si je devais mettre des warnings, c'est vraiment cette partie formation, change management et prévoir en fait qu'on a encore besoin de temps homme une fois qu'on a lancé. Alors, vous notez la recherche d'excellence de Corinne, puisque quand on regarde la note globale, je crois que c'est peut-être sur le slide précédent. 8,79. 8,79, donc si je calcule bien, ça fait 17,5 sur 20. Oui. Dans un contexte où les besoins sont totalement à l'opposé quelquefois. Une des explications que nous voyons, nous, côté éditeur, côté Cornerstone, c'est la maturité de l'équipe du groupe Vinci, une capacité à embarquer tout le monde et avec une approche fédérative et respectueuse sur un projet aussi complexe avec des volumétries aussi importantes. Un résultat de 17,5 est absolument remarquable. Donc bravo, je me souviens qu'il y a 2 ans, nous discutions dans une salle avant de finaliser le contrat et je vous avais dit, dans quelques temps, nous serons sur scène pour expliquer ce que vous pensez de bien, de moins bien à l'égard de ce projet. Donc je profite de la présence de toutes et tous pour féliciter l'ensemble des équipes Vinci pour ce brillant projet. Ouais, il y en a certains dans la salle, je les remercie encore. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, semble-t-il. Bonjour, Jérémy Santerre de Groupama. Alors moi j'ai une question sur tout ce qui est reprise de données et de contenu de formation. Donc j'imagine qu'avant que Cornerstone arrive, chaque entité pouvait avoir ses propres supports.
ses propres outils, ses propres supports, ses propres contenus. Comment vous avez travaillé pour les récupérer? Ou est-ce que vous avez fait l'impasse en disant on retravaille tout depuis zéro? Non, alors vous avez raison. Non, on ne pouvait pas repartir de zéro parce que forcément, il fallait récupérer la totalité des contenus. On en avait plus. On a fait un peu de ménage avant. On a demandé au pôle vous nous envoyez bien que ce que vous souhaitez récupérer. Non, on a récupéré la totalité des données et donc on est passé par c'est les équipes de DSI qui ont remonté la totalité en centrale de ce qui se faisait sur chacun des outils. Et on l'a mis au format. Là, on a eu 2 consultants qui ont travaillé principalement là-dessus. Et c'était complètement décentralisé, tout à fait. Autre question? Bonjour, on a suivi exactement la même démarche que vous. Et on a fait des votes, etc. Et 2 ans après, on a des départements internes qui vont voir d'autres produits bien plus sexy. Ils sont tous présents ici au salon pour la gamification, le mobile, Serious Game, VR, etc. Comment est-ce que vous gérez ces pressions internes face aux frustrations que Cornerstone peut apporter sur certaines expériences? C'est une très bonne question. Tout à fait. Alors aujourd'hui, il faut savoir que déployer déjà au sein du groupe un outil unique, je pense que là, on n'est pas prêt d'y retourner tout de suite. Bon, après, il ne faut pas que je le dise trop fort, mais enfin, en tout cas, ça a été déjà un gros projet. Par contre, on a ce point de se dire comment on fait vivre une mastodonte, avec des outils agiles qui nous permettent d'avoir des meilleures expériences utilisateurs, de faire que la communauté LND va pouvoir continuer de se développer avec des nouveaux outils. Je ne vous cache pas que je me retourne souvent vers CSOD pour dire comment on va faire pour intégrer de la réalité virtuelle, la modalité podcast. On ne l'a pas encore, ça serait bien qu'elle soit dessus plutôt que de la vidéo. Je fais ma liste de courses. Mais voilà, donc nous, on ne s'interdit pas de regarder. Ce que l'on essaye de voir surtout, c'est qu'on laisse la liberté à chacune des entités de pouvoir évoluer avec des produits. Après, c'est elle, en matière de gouvernance, qu'est-ce qu'elle veut réintégrer dans l'outil pour le consolider en termes de data. Mais de toute façon, le monde va avancer et bien entendu, la réalité virtuelle, etc. va arriver. Il y a plein de choses qui vont bouleverser un peu nos équilibres. Mais je crois quand même que pendant encore quelques temps, on aura le cœur du moteur qui sera celui-ci. Avant que, oui. Voilà. Daniel, tu peux nous donner le point de vue de Cornerstone là-dessus, peut-être? Alors, la question est assez fréquente. Nous la recevons de la part de beaucoup de clients et je pense que c'est sain. C'est sain puisque quand on regarde là où nous étions dans les domaines de la formation il y a quelques années, on s'aperçoit que l'écart est gigantesque avec ce que nous proposons aujourd'hui et on s'attend que dans quelques années, l'écart soit encore plus grand. Donc on a à cœur chez Cornerstone de travailler de manière acharnée, quotidienne, en impliquant le maximum de collaborateurs sur l'approche R&D. Nous avons un seul code applicatif. Ça veut dire que tous nos clients, sans aucune exception, sont sur le même code applicatif. Donc s'il y a un bug, celui-ci sera retrouvé chez tous nos clients. Ce sont 6000 entreprises, 6000 organisations dans le monde et 75 millions d'utilisateurs. L'innovation, je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté à la session à 9h30 de la keynote. Le sujet aujourd'hui qui préoccupe beaucoup d'organisations tourne autour des compétences. On a fait le rachat de Clostry il y a quelques temps qui a été totalement intégré dans le code de Cornerstone. On a annoncé en tout début de semaine, donc c'est tout frais, il y a 48 heures, le rachat d'Edcast, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc le propos est de discuter en tant que partenaire. On aime bien cette relation de partenaire plutôt que de client-fournisseur, de sorte qu'on vous dise exactement et qu'on traduise avec vous les besoins et qu'on essaie d'y répondre avec une limite qui est, si ce n'est pas dans le code applicatif, on ne sait pas y répondre, à moins que ce soit prévu, et dans ce cas-là, on le partage avec vous. Mais au contraire, c'est ce qui dynamise un marché, et on aime beaucoup en tout cas ces pépites desquelles nous sommes quelquefois assez proches au point de les racheter quand cela fait du sens. Merci Daniel. On prend une dernière question ici.
Bonjour, Charles Aïvar, projet TP Demain, Fédération nationale des travaux publics. Moi, j'ai une question sur les formats de contenu que vous proposez. Est-ce que vous avez identifié des formats qui créent plus d'appétence que d'autres? Vous parliez du podcast, de la vidéo, de la lecture, de petites capsules qui combinent un peu l'ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux différents publics de votre entreprise, il y a des formats qui se dégagent? Tout à fait. Alors, je vais scinder, c'est un petit peu caricatural et je m'en excuse par avance. Je vais scinder en deux. Nos compagnons regardent des micro-learning sur lesquels on les a encouragés à aller voir. Donc là, on est sur du format standard, mais très court, moins de 10 minutes de micro-learning. Sur la partie de nos managers, ce que je vais appeler col blanc, on a des achats sur étagère, on a acheté sur étagère des vidéos et le format vidéo de 6-8 minutes marche beaucoup mieux qu'un format d'article de lecture et ou les formats de micro-learning. Aujourd'hui, si je devais faire un ranking, on va avoir les podcasts qui vont arriver là parce qu'on est en train d'étudier et donc on va regarder les podcasts. Je pense que ça sera un peu le même format que les vidéos, mais c'est vraiment le premier. C'est pour l'école blanche, c'est de la vidéo de 6 minutes. Ensuite, je pense qu'on aura les podcasts. Ensuite, de la lecture et seulement après, on aura le micro-learning. Pour ces formats managers, hein, j'entends. Super. Merci beaucoup. On est au terme de cette matinée. On vous remercie tous les deux de cette présentation fort riche et bravo pour ce complexe projet, vraiment, que vous avez mené de main de maître. Merci. Et puis, bonne visite et à tout à l'heure pour ceux qui restent parmi nous. Merci beaucoup. Merci.